Du coup, on reprend avec vous, Geoffrey Bruyère, CEO et cofondateur de la marque Bonne Gueule, sur la marque média et des NVB. Donc je vous laisse la parole, toujours pour 30 minutes et après 10 minutes d'échange avec la salle. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter Bonne Gueule. C'est pas une DNVB by the book, dans le sens où on est aussi avant tout une communauté, une plateforme, un média. Comme je sais qu'il y a beaucoup d'autres intervenants en DNVB, je vais plutôt me concentrer sur ces points-là. C'est des slides qui sont un petit peu formels, je m'en excuse parce qu'on est en process d'augmentation de capital. Mais en soi, la présentation, elle n'a pas besoin de lettres, donc sentez-vous libre à tout moment de poser une question, intervenir si vous n'êtes pas d'accord ou s'il y a un truc où je ne suis pas clair du tout parce que je suis mal réveillé ce matin. Alors donc on a fondé ça à deux en 2007. Bonne Gueule, c'est quoi? C'est une marque de vêtements et un média. Je vais vous expliquer un peu l'historique, mais en gros, on est à la fois une marque DNVB transparente, c'est-à-dire qu'on dévoile tout, nos salaires, nos zones de sourcing, nos marges, etc. Là, on est en train d'écrire un article, on va expliquer notre bilan et notre compte de résultats à la communauté. Et la vraie spécificité chez nous, à l'époque ça suffisait d'être une DNVB pour être spécifique, c'est d'être aussi un média de mode masculine, parce qu'on est né comme un blog en 2007. Et ce petit blog, c'est devenu en fait le premier site de mode masculine en langue française avec 5 millions d'utilisateurs par an. Et notre mission, c'est d'aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements et leur faire vivre une expérience de mode qui se veut stylée et engagée. On tient vraiment à la dimension stylistique et à la dimension éthique parce qu'on pense que, comme des marques comme Veja qui l'ont très bien compris, l'éthique seule, c'est un peu boring, même si c'est absolument nécessaire aujourd'hui. Donc, nous, depuis le début aussi, on s'attache à se développer sur ces deux piliers. À la base, Bonne Gueule, c'est né d'un gap en fait entre les attentes des consommateurs qu'on était à l'époque et ce qu'on trouvait sur le marché. Et c'est un gap qui n'a pas été encore entièrement résorbé. Quand on était deux petits mecs qui ont débarqué de leur Alsace et de leur Touraine natale, on a découvert en 2007 un marché qui n'expliquait pas ses produits, qui ne dévoilait rien de ses zones de production. Quand on arrivait dans une boutique et qu'on demandait des informations à un vendeur, on avait plutôt un speech de vente ou des haussements, des roulements des yeux plutôt que des infos sur le produit. Souvent lui-même ne le savait pas. Et au niveau de la presse, c'était pas forcément mieux. Déjà à l'époque, la presse souffrait et du coup, elle était tout acquise à ses annonceurs plutôt que de chercher à entretenir une relation avec ses lecteurs. Nous, on a cherché du coup à créer un média d'abord, puis une marque en étant un peu à l'opposé de ça, simplement pour répondre à ce que nous on cherchait en 2007. On avait 20 ans. Et donc c'était vraiment une marque qui explique toute l'histoire du produit, de A à Z, qui n'explique pas seulement le produit, mais aussi son prix et le pourquoi on le fait. Souvent les marques, et c'est aussi parfois un travers, je trouve, qu'on trouve chez les DNVB, c'est qu'on est uniquement sur du produit, avec tac-tac, la petite infographie à la Everlane sur les différents markups, et puis c'est tout. Mais en vrai, la raison qui fait qu'un consommateur va acheter aujourd'hui un produit, c'est le pourquoi. Parce que finalement, si on cherche un produit bien pricé, il y a l'apanage du choix, donc c'est plus suffisant aujourd'hui. Et donc, des produits évidemment qui durent, et une expérience de shopping aussi qui est sans couture, parce que Amazon est passé par là. Et toujours, en fait, bosser un capital confiance. Nous, ça fait 13 ans, en fait, qu'on dit la vérité aux gens, qu'on s'excuse quand on fait une erreur, qu'on répond directement à tous les commentaires qui émettent une critique par rapport à la marque, parce que parfois, il y a aussi des choses qu'on peut critiquer ou remettre en question. Et donc voilà, c'est vraiment ça le postulat de départ de Bonne Gueule. Le truc qui est arrivé ensuite, c'est que les parcours de consommation, ils ont totalement changé. En 2007, c'était encore l'émergence des blogs. Je dis bien l'émergence et même pas l'âge d'or, parce que le déclin il est encore arrivé bien plus tard chez les blogs versus les réseaux sociaux.
C'était une époque où le consommateur qui s'intéressait, qui s'éduquait aux produits qu'il achetait, c'était encore une bête un peu bizarre, c'était encore plutôt l'exception que la norme d'aujourd'hui. Et on n'avait pas encore autant d'émergence sur le mobile. Le mobile, c'était encore beaucoup du texte. Les vrais smartphones commençaient enfin à être faciles à utiliser. Et du coup, les parcours clients, ils étaient encore finalement simples à traquer. Hein. Ça se passait tout en desktop. On pouvait faire encore ce qu'on voulait sur les cookies, leur durée de vie. Euh, donc c'était un jeu qui était beaucoup plus simple quand on était un acteur e-commerce, ce qu'on n'était pas à l'époque. Nous, on est devenu en 2012. Et ce postulat, en fait, comme on est vraiment main dans la main avec notre communauté, qu'on répond à toutes leurs questions, qu'on a même un groupe Slack des 200 meilleurs clients de Bungle, où ils peuvent directement taguer chaque personne de l'entreprise, bah, on a eu une info à chaque fois en temps réel de comment ils consommaient, où ils allaient, quels étaient leurs parcours, en plus de toute la data qu'on pouvait collecter. Et on s'est rendu compte que, au-delà du fait de chercher un nouveau type de marque, un nouveau type de produit, il y avait un parcours client qui était du coup très différent, très chamboulé. La première chose, c'est que les consommateurs, et notamment grâce au DNVB, se sont retrouvés en abondance de contenu sur les marques. Et quand il y a de l'abondance, il faut recréer de la clarté, de la lisibilité. Donc tout le challenge d'une marque comme nous aujourd'hui, c'est à la fois de dire beaucoup de choses, mais pas en dire trop. Parfois aussi savoir communiquer par le vide, par les temps morts. Et puis quand on communique, réserver ces temps-là à des communications vraiment impactantes, parce que sinon on se retrouve juste noyé dans un message, et très vite, si on est saoulant, les gens ils se détournent, parce qu'encore une fois, ils ont jamais eu autant de choix en termes de médias et de marques. L'autre truc qui a vraiment changé, c'est qu'ils sont devenus très, très choosy, en fait, ces consommateurs. Pas chiants, mais super éduqués, super informés. Nous, notre objectif, c'est de continuer à les éduquer encore plus, parce que c'est aussi une forme de barrière à l'entrée. Quand ensuite ces consommateurs, ils vont voir des marques, et quand on parle à ces marques, elles nous disent ah ouais, j'ai encore eu des clients Bungle, ils m'ont posé 1000 questions et finalement ils n'ont pas acheté. C'est parce qu'en fait, ils ont été tellement habitués à avoir toutes les infos qu'ils cherchent que dès qu'ils les ont pas, ça les met en stress. Et je pense que ça, avec l'émergence des NVB, c'est un phénomène qui va encore s'accélérer sur tout le marché, sur tous les secteurs. Et dernier point, c'est des parcours clients qui sont vraiment multitouch. Les clients, ils n'achètent plus boum en mode coup de cœur parce qu'ils ont vu un truc. Il va falloir qu'il y ait des communications répétées avec la marque sur différents canaux. C'est là que les boutiques, à un moment, beaucoup de gens pensaient mortes, elles retrouvent aussi un vrai rôle. Et donc, pour répondre à ça, il faut développer de nouveaux types de parcours clients. Je vais un petit peu rentrer dans le détail de comment ça se passe chez nous ensuite. Mais des parcours clients où on a vraiment au début la prise en compte d'une problématique du client. Ensuite, l'idée, c'est de le faire revenir régulièrement sans vouloir réellement le faire acheter on the spot. Mais par exemple, chez nous, avec du contenu, ça crée une démarche de consommation de contenu qui va le faire régulièrement revenir sur la plateforme. Et quand moment, en face de lui, il y a un acteur qui l'aide, qui lui est utile, qui est sympa, qui répond de manière humanisée, qui ne met pas en place un chatbot pour économiser quelques milliers d'euros sur le compte de résultat à la fin de l'année. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une relation qui se crée. Et en fait, quand on arrive à créer la relation avec un client, c'est gagné. Il n'y a plus finalement qu'à sortir un produit qui correspond à sa demande pour qu'il achète, parce que sa préférence, elle a déjà été établie en amont. Donc ça, c'est un peu pour le constat rapide des nouvelles donnes, des nouveaux changements qu'on a vu arriver dans les marques, dans les médias et dans les modes de conso. Pour autant, ça continue à changer, et c'est un point que je vous proposais de développer avec vous aujourd'hui. C'est quoi la suite ? Nous, on fait un peu partie de cette première génération des DNVB, avec des gens comme Gemio, comme le Sleep, comme Made. Et du coup, on est un peu à des stades de croissance un peu plus avancés que le marché des DNVB en général. Et du coup, il y a des phénomènes aussi qu'on voit arriver, notamment une ultra-concurrence entre DNVB. Et je trouve que c'est intéressant de se poser la question de comment ça, faut y répondre. Alors,
Les DNVB, à la base, elles ont émergé parce qu'elles répondaient à plein de problèmes des modèles économiques précédents. Le grand modèle économique dominant, c'était les marketplaces. Nous, il y a 3-4 ans, quand on était en face de journalistes, de fonds d'investissement, de gens de la profession, ils ne comprenaient pas ce que c'était une DNVB. Ils nous mettaient dans la case e-commerce. Et si on était un e-commerce qui n'était pas une marketplace, tout de suite, en fait, non, on faisait partie des losers qui se posaient pas trop de questions. C'était pas le buzzword en fait que c'est aujourd'hui. Et puis, petit à petit, avec l'émergence de ces marketplaces qui se sont mises à avoir d'un côté des coûts d'acquisition de plus en plus élevés, parce que le coût de la pub il augmente chaque année. Hein, les vrais gagnants de toute cette course à la croissance et aux mutations du marché, c'est quand même les GAFA, parce qu'ils facturent de plus en plus cher leurs pubs. Aux US, ils disent CAC is the new rent. Le coût d'acquisition, ça a remplacé les loyers des boutiques. Je trouve que c'est super vrai et ça commence à être vrai aussi en France. Et ces marketplaces, elles se sont pris un deuxième effet ciseau, c'est qu'elles se sont mises à se faire concurrence et comme elles vendaient des produits qui étaient indifférenciés, et bien finalement le consommateur il se posait pas la question de est-ce que j'achète sur Zappos, Zalando, Feu Menlook ou Amazon. Il achetait juste là où il avait un coupon de moins 30% ou là où il y avait un moins 40 sur le moment. Et ensuite elles se sont encore mises à scroller les unes les autres avec des robots en fait, ces marketplaces pour ajuster leur prix en fonction de la concurrence. Donc en fait ça a conduit à une érosion forte des marges. Et aujourd'hui les marketplaces finalement il en reste très peu parce que c'est un business de big players. Et comme elles sont mises à capter une certaine partie des consommateurs et du coup à moins bien adresser les gens qui cherchaient plus un produit exclusif, une relation particulière, des garanties de services après-vente, etc., ça a donné ce terrain au DNVB. Et il se trouvait aussi qu'elles avaient pas mal d'avantages à faire valoir. Donc le fait d'avoir des marges plus importantes, parce que voilà, elles captent toute la chaîne de valeur. Le fait de contrôler cette chaîne de valeur aussi à la fois en amont et en aval, pour tout de suite modifier les produits en fonction des demandes des consommateurs ou de leur retour qualité, et aussi de parler aux consommateurs pour savoir quel produit fabriquer. Le tout avec souvent un branding, un why beaucoup plus développé qu'une marketplace qui est quand même un acteur assez froid, quoi. On ne saurait pas forcément dire c'est quoi les valeurs de Zappos ou c'est quoi les valeurs de la Redoute, quoi, à part le service client. Pour autant, c'est des modèles qui nous font peur parce que leur manque de barrière à l'entrée, parce que finalement, maintenant, dans chaque verticale, vous avez 10 DNVB. Vous avez 10 DNVB de l'accessoire de mode, vous avez 10 DNVB du meuble, il y a encore 10, je pense que je suis gentil. En fait, ces DNVB, elles se calent quand même toutes sur un même profil de consommateur. C'est un marché qui a grossi plus vite que le potentiel de consommateurs adressables de cette typologie. Et donc maintenant, entre les DNVB qui jouent une forte concurrence et puis les acteurs, on va dire, historiques, qui eux aussi ont su comprendre cette nouvelle donne, mettre en place des actions et s'améliorer, il y a quand même pas mal de risques pour une pure DNVB dans le futur. Et ce qu'on voit nous, en fait, c'est que les acteurs historiques qui ont su prendre le train en marche et qui ont su conserver cette avance, on peut citer par exemple, je sais pas, Allbirds, Bonobo aux États-Unis. Bonobo, c'est Andy Dunn, c'est lui qui a inventé le mot DNVB pour la petite histoire. Cézanne ou Sud Supply, qui est une belle aventure qui fait, je crois, aujourd'hui dans les 150 millions d'euros et qui vend des costumes. C'est une boîte néerlandaise. Et ben en fait, ces acteurs, pour continuer à grandir et pas se prendre cette hyper concurrence dans la face, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent des barrières à l'entrée qui sont soit autour des volumes qu'ils font, donc en développant plus de tech pour gagner des coûts, mais finalement ça va pas durer, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'argent aussi qui vient de la part des capital risques dans les DNVB. C'est les hot kids du moment, quoi. Hein. Il y a beaucoup d'argent en ce moment sur les marchés. Et donc du coup, des boîtes qui vont grandir et pouvoir atteindre aussi ces avantages comparatifs, il y en aura plein aussi. Du coup, c'est là qu'il faut penser à autre chose. Et ce que ces boîtes font, c'est qu'elles développent des plateformes. Plateforme, pas au sens marketplace, mais au sens maîtriser la relation avec le consommateur sur une plateforme qui leur est propre. Par exemple, quand une DNVB elle se développe massivement sur des groupes Facebook ou des comptes Instagram ou des stories Snapchat, en fait elle n'est pas chez elle est chez Marc ou elle est chez Larry et Sergei. Et le problème, c'est que c'est l'histoire qui se répète. Les coûts d'acquisition augmentent,
il lance un nouveau produit, par exemple, si je prends l'écosystème Facebook, à une époque, on avait toutes les marques investissaient massivement pour faire des grosses audiences dans des groupes Facebook. Bah, maintenant, ces marques, elles doivent payer pour accéder à leur propre audience, qu'elles ont elles-mêmes créée sur ces plateformes tierces. Et leur reach organique, il est tombé à 1 ou 2%, quoi. Et c'est en train d'arriver, pareil, avec les stories. C'est en train d'arriver avec les influenceurs. En fait, tous ces canaux qui ne sont pas sur des plateformes propriétaires se tarissent. Et c'est pour ça qu'en tant que DNVB ou en tant que marque en général, hein, en 2019, c'est hyper important de développer ces plateformes propriétaires, développer, désolé si c'est des trucs has-been, mais sa base mail, développer son site internet, développer son parc de boutiques. Et c'est ça les vraies barrières à l'entrée qui ensuite créent des synergies avec le modèle pur des DNVB et qui permettent de mieux résister. Après, évidemment, ça a un coût. Et c'est là que rien n'est parfait en ce bas monde. Sinon, s'il n'y avait pas de coût, ben, tout le monde le ferait et ce serait plus une barrière à l'entrée. Pour l'histoire de Bungle, donc comme je vous l'ai dit, en fait, on a eu cette chance en fait, d'être né comme un média. C'est quelque chose qui nous a beaucoup servi et nous sert encore beaucoup aujourd'hui. Parce que finalement, entre 2007 et 2014, toute cette phase de gestation, ça nous a permis de parler à une audience, de la comprendre, de vivre avec elle, je dirais même d'en faire partie, parce que les gens qui peuplent notre audience, bah, y en a plein, c'est devenu des potes, on part en vacances avec, on les voit toutes les semaines aux événements des boutiques, on leur répond, moi-même en tant que dirigeant, je dégage encore beaucoup de temps pour répondre à toutes les questions qui me sont adressées, parce que c'est ça à la fin qui fait aussi l'intuitu personnel d'une DNVB. Et du coup, on a appris plusieurs choses aussi pendant cette période de gestation. La première, c'est que les gens, fallait leur parler vrai et toujours faire preuve de transparence. Et ça, c'est un truc qui n'a fait qu'augmenter. La transparence, pour nous, c'est quoi ? C'est plein d'actions. Mais par exemple, à l'époque, c'était aussi le fait de prendre aucun euro d'un média ou d'un distributeur ou d'une marque en termes de brand content, d'articles sponsors ou de display. Nous, en tant que média, on a toujours refusé ces dispositifs. Et en fait, en mettant en avant dans notre marketing, dans notre com, le fait qu'on les refusait, bah, ça nous donnait un avantage concurrentiel qui faisait qu'on avait une position de challenger bénéfique sur le marché. Et finalement, on s'est mis à capter, voire même peut-être à phagocyter les audiences des autres outlets médias qui étaient autour de nous. Par exemple, JQ, ils ont divisé par 2 leur staff et leur trafic, et les blogs historiques, ils ont aussi plutôt un petit peu perdu la donne, parce qu'à un moment, quand vous développez une plateforme où vous donnez des inspirations sur les looks, des conseils, que vous répondez à toutes les questions en temps réel, avec un haut niveau de transparence, avec en général 2-3 minutes de temps de réponse, ou moins de 2 heures en moyenne pour une question de type où en est ma commande, et bien en fait, vu qu'il y a tout sur une même plateforme, les gens ils ont plus envie d'en utiliser d'autres. Et il y a un côté où en fait, plus vous développez la plateforme, ben, plus vous gagnez, quoi. Plus vous gagnez, parce qu'en fait, l'avance que vous conservez, ça vous permet d'alourdir encore votre poids et de devenir un centre de gravité sur le marché. Et c'est là que si vous êtes dans un secteur où finalement il n'y a pas encore de vrai acteur média très, très leader, s'il n'y a pas encore quelqu'un qui capte l'essentiel de la share of voice, ben, nous,